d'accueillir ici M. Karl van der Eycken, qui est un remarquable connaisseur à tous les points de vue, théoriques et pratiques, de ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Nous sommes en train, pour certains en tout cas dans l'horloge, de commémorer les 300 ans de la maçonnerie en ce début janvier, puisqu'elle est surgie en Grande-Bretagne il y a maintenant 3 siècles. Et elle a eu un parcours passablement chaotique. Et donc là, nous allons rentrer dans le concret, concret que vous retrouverez, si par hasard vous prenez goût à en savoir plus, dans un petit ouvrage qui s'appelle « Le vrai visage de la franc-maçonnerie » et qui, du point de vue théorique et pratique, vous fera approfondir les propos de M. Karl van der Eycken. Merci. Il a la parole. Merci. Bonsoir, mesdames, messieurs. J'espère que vous m'entendez. Oui, il faut parler plus fort. Alors, le titre « Mythe et réalité maçonnique ». Le gnosticisme se caractérise par un mélange de vrai et de faux. Et ce mélange est encore plus perfide que le faux tout court. Ce mélange gnostique compose le tissu maçonnique. De ce fait, le mythe est partout. Il est là pour donner une dimension mythique à ce tissage afin d'en faire une convoitise d'aspiration idéale. Commençons par le mythe, ou mensonge historique de la maçonnerie, revendiquant une tradition ininterrompue entre elle-même et les corporations de bâtisseurs d'autrefois. Les corporations. Le livre de métier du prévôt Étienne Boileau, vers 1260, nous apprend que le titre de maître n'était pas un grade dans le métier. Le maître était celui qui possédait un atelier d'où il commandait aux apprentis et aux compagnons, appelés valets à l'époque. De ce fait, un maître qui, pour quelconque raison, que ce soit abandonnait son atelier, redevenait valet ou compagnon. Avec la Réforme, la Révolution a envahi dans tous les domaines. Les corporations se sont divisées entre catholiques et protestants. Et il y a eu des guides visiblement influencés par l'hermétisme. Il y a eu des condamnations avec procès-verbaux. Le procès-verbal de 1665 entraîna une condamnation par la Sorbonne, ce qui nous permet de constater qu'il s'agissait bien là d'une hérésie chrétienne. J'insiste sur chrétienne, parce qu'il n'y avait rien de judaïque, contrairement à la maçonnerie. En fait, toutes les corporations avaient leur cérémonie de style bon enfant, qui frôlait souvent l'hérésie. Comme les beaux cousins, qui étaient forestiers, bûcherons, et qui transformaient au four les débits en charbon, d'où carbonari. Leur réunion s'appelait les ventes. Pour leur cérémonie, ils utilisaient aussi du linge blanc, du sel, du crucifix, etc. Ce qui importe dans cet exemple, c'est la parfaite similitude avec les origines de la franc-maçonnerie. Cette corporation de métier, également constituée en 2 degrés, avec ses cérémonies propres, a été récupérée à des fins politiques et mondialistes. Leur carbonarisme comptait entre autres parmi ses membres Mazzini, Garibaldi et on arrête là. Ils étaient tous également francs-maçons, martinistes, et ce sont, disons, des différentes ramifications ont créé des divergences pour faire croire qu'on est différentes. Alors, juste pour donner une petite définition donc du martinisme, je cite Bernard Lazare. Les loges martinistes furent mystiques, tandis que les autres ordres de la franc-maçonnerie étaient plutôt rationalistes. Ce qui peut permettre de dire que les sociétés secrètes représentèrent les 2 côtés de l'esprit juif, le rationalisme pratique et le panthéisme. Fin de citation. La réalité, maintenant, la réalité historique de la maçonnerie. La maçonnerie spéculative a été fondée à Londres en 1717 avec une initiation hermético-alchimique d'origine rosicrucienne. Cette innovation expliquerait l'incendie des archives, quelque temps après, de la loge de Saint-Paul,
qui est corporatif, donc opératif, d'où où les choses compromettantes avaient brûlé, sauf ce qui n'avait jamais existé, évidemment. Au départ, la maçonnerie moderne connaissait aussi seulement 2 degrés, apprentis et compagnons. Mais maintenant, ces degrés étaient fondés sur la construction du temple de Salomon, 1000 ans avant Jésus-Christ. Cette récupération archéologique devait non seulement éclipser la Nouvelle Alliance, mais également le remplacer par une nouvelle super-religion mondialiste telle que les Rose-Croix l'avaient déjà annoncé en 1614. L'origine des Rose-Croix est fondée sur le récit fabuleux des noces chimiques de Christian Rosenkreuz, personnage mythique derrière lesquels se cachait une entité collective qui existait déjà bien avant la publication de leur manifeste à partir de 1614. Le manifeste Fama Fraternitas de 1614 relate les voyages vers l'Orient de Christian Rosenkreuz, dont il sera revenu avec un nouveau type de magie et de cabale, qu'il a incorporé dans sa propre attitude chrétienne. Voici donc un virus mélange vrai et faux, dont la maçonnerie est devenue le principal vecteur avec la philosophie moderne. Ce sont eux qui ont propagé ce virus en épidémie. Cette gnose vient donc de l'Orient. Remarquons dans les temples maçonniques que les vénérables maîtres maçons siègent toujours à l'Orient. Et chaque loge est toujours à l'orient de la ville où elle se trouve. Par exemple, la loge de Saint-Jean à l'orient de Paris ou à l'orient de Montpellier. Voilà. Il n'est pas possible, dans le cadre de cette conférence, de s'étendre sur la filiation rosicrucienne. Parmi les maillons de cette chaîne, nous rencontrons par exemple Robert Flood en 1570-1616, Elias Ashmole 1617-1692, et je vais arrêter là. Mais en plus et surtout, il y a des écrits qui attestent formellement du lien entre le rosicrucianisme et la maçonnerie. Un poème publié à Édimbourg en 1638 dit, je cite, « Nous sommes frères de la Rose-Croix, nous avons le mot maçonnique et la seconde vue, et nous pouvons prédire à l'avance les choses à venir. » Fin de citation. Il y a encore autre chose, un pamphlet maçonnique de 1676 qui dit, je cite, « Nous avertissons que la cabale moderne au ruban vert, avec l'ancienne fraternité de la Rose-Croix, les adeptes hermétiques et la compagnie des maçons, acceptés, se proposent de dîner ensemble le 31 novembre prochain. Et vous êtes priés d'apporter des lunettes, car autrement les dites sociétés rendront, comme d'habitude, leur apparence invisible. » Fin de citation. Avec ce texte, nous savons aussi à qui nous avons affaire, parce qu'être invisible ou masqué est spécifiquement satanique. Passons au temple de Salomon, qui est un recyclage de l'Ancienne Alliance. Avant la Réforme, tous les bâtisseurs étaient catholiques. Le temple de Salomon est réapparu à l'époque de la Réforme avec Francis Bacon, né 1561, mort 1626, dans son roman utopiste et rosicrucien, La Nouvelle Atlantide. Bacon présente le temple également comme une maison de la science, concept qui va inspirer la création de la Royal Society en 1660, dans lequel quelques invisibles destinent ce temple à un avenir planétaire. Les compagnonnages ont maintenant aussi leur temple de Salomon. Il suffit d'aller au musée de compagnonnage, mais il faut savoir que celui-ci fut introduit au XIXe siècle sous l'influence de la maçonnerie. Et avant tout, il est impensable que le catholicisme ait continué d'honorer le temple de Salomon, puisque l'ancien pacte est mort depuis que le voile du temple se déchira de haut en bas.
Passons maintenant à l'autre aspect, la maçonnerie et les old charges. À partir de 1723, donc 6 ans après la création, par le réseau maritime anglais, la maçonnerie se répandit sur tous les continents. Elle sera accueillie partout comme une doctrine de la liberté contraire à tout dogme. Autrement dit, c'est anticatholique. Avec les constitutions de 1723, la maçonnerie va s'emparer des anciens devoirs, qu'on appelle donc les old charges. Ce sont des textes anciens d'origine corporative, comme le Régius, le Cook, qui datent respectivement de 1390-1410. Ces manuscrits nous apprennent aussi que certains bâtisseurs faisaient l'éloge à cette époque déjà du néoplatonisme mêlé de néopaganisme. Il n'est pas à exclure que ce penchant intellectuel ait joué un rôle dans l'acceptation des non-maçons comme des Rose-Croix, d'où vient d'ailleurs le terme maçon accepté. La maçonnerie avait besoin de preuves, entre guillemets, attestant la continuité de leur tradition ésotérique avec les bâtisseurs corporatifs. Puisque tout était faux dès le départ, il fallait fabriquer des preuves de cette tradition chimérique. Donc, ils ont falsifié le Régius et le Cook, en y ajoutant au texte le Temple de Salomon. C'est un fait. L'émirant professeur André Cripin, ayant étudié et traduit ces manuscrits, atteste explicitement de cette tricherie en confirmant que le Temple de Salomon ne figure pas dans les premières versions de ces manuscrits. Le troisième degré, le maître maçon, n'existait pas avant les constitutions de 1723 et son origine reste toujours inexpliquée pour les historiens. L'apparition de ce nouveau degré était attribuée à l'écossisme, lié à la dynastie des Stuarts, comme on dit en français, les Stuarts. Ok. Et les Stuarts ou Stuarts étaient catholiques. On peut mettre des guillemets si on veut. Cette mise en avant des Stuarts, aussi appelés jacobites à cause de Jacques II, mais je maintiens le terme Stuart. Cette mise en avant des Stuarts n'avait d'autre but que d'appâter les catholiques français pour rejoindre la maçonnerie. Dans la série de tours de passe-passe, c'est en France qu'est apparu le troisième degré, dit écossais, et non en Angleterre, le pays mère de la maçonnerie. Le troisième degré est arrivé quelques décennies plus tard en Angleterre afin de faire passer l'existence du troisième degré. Afin de faire passer l'existence du troisième degré, les Anglais ont créé un faux conflit. Encore une pseudo-opposition. Cette fois-ci entre les anciens Irlandais et les modernes Londoniens. Les anciens prétendaient pratiquer la vraie maçonnerie en s'appuyant sur un texte intitulé Ahriman Reason, texte rempli de prières talmudiques. Passons. D'une manière plus générale, c'est-à-dire même au-delà de la pseudo-division stuartiste et hanovrien, donc Hanovre, c'est la maison donc, orange, donc écrit en 1717 bien sûr, toutes les obédiences ont non seulement en commun la même origine, celle de 1717, mais poursuivent toutes également la même finalité, malgré leurs prétentions distinctes. Maintenant, la maison des Stuarts, utilisée comme couverture. Les Stuarts régnèrent sur l'Écosse depuis 1371, après aussi simultanément sur l'Angleterre, avec un petit intervalle à cause de Cromwell vers 1650-1649, et ils sont revenus au pouvoir jusqu'en 1688. C'est là où Guillaume d'Orange, de la maison de Hanovre, est venu au pouvoir. Ça, c'était le triomphe du capitalisme. Après Cromwell, en 1660, les Stuarts reviennent avec Charles II. Ce roi œuvre pour la réhabilitation du catholicisme, mais curieusement, donne sa fille Marie
au protestant Guillaume d'Orange. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cet acte n'était pas catholique. Donc, dans quelle mesure les Stuarts l'étaient-ils? Quand Guillaume d'Orange arrive au pouvoir, ce sont les Stuarts, dits catholiques, qui promettent tout aux protestants pour reconquérir leur trône. Et parallèlement, les protestants hanovriens promettent tout aux non-conformistes. C'est ainsi que les deux maisons royales devinrent protectrices et propagatrices de l'idéalisme maçonnique. Toutefois, l'écosystème maçonnique attribué aux Stuarts ne sera qu'un prête-nom dont se sera servi comme couverture des individus restés dans l'ombre. Le Ligou, dictionnaire de référence, dit, je cite, « De nombreux historiens estiment qu'aucun des Stuarts n'appartint à la fraternité, mais le rôle légendaire de cette famille est important. D'autre façon générale, tout ce qui touche à l'écosystème rencontre à un moment quelconque la famille Stuart ou ses partisans. » Fin de citation. La couverture par prénom fait comprendre la complicité entre les loges dites stuartistes et les loges orangistes, parce que ceux qui tirent les ficelles n'étaient pas des partisans d'une maison, mais qui sont servis comme moyen avant de passer à l'étape suivante. De manière plus manifeste, sont les visites de Desaguliers, que je n'ai pas encore nommé. Desaguliers est un des fondateurs donc, de la maçonnerie protestante en 1717, qui venait avec d'autres dirigeants de la maçonnerie orangiste de l'Angleterre visiter les loges en France, dont le grand maître était au service des Stuarts. Donc, la pseudo-opposition est une recette tactique qui a fait pleinement ses preuves et ça continue encore de nos jours. Maintenant, passons au chevalier de Ramsay, mythe et mystère. Né en Écosse en 1186, mort en 1743 à Saint-Germain-en-Laye. Son père était calviniste, sa mère anglicane. Fils d'un boulanger selon les uns, d'une grande famille noble selon les autres. Il y a du choix. Il fit ses études de théologie en Angleterre, mais ensuite il passait des années auprès de Fénelon et Madame Guyon pour la pratique du quiétisme, qui se passe expressément de la théologie et même de la raison. D'ailleurs, le quiétisme a été condamné par l'Église. En 1723, Ramsay fut fait chevalier de Saint-Lazare par le grand maître de l'ordre, le duc d'Orléans. Puis, il devint docteur honoraire en droit civil à Oxford. Il était Quaker, comme on dit, c'est les gens qui tremblent et qui... c'est anabaptiste, je crois que c'était déjà du communiste avant-garde, n'est-ce pas? Presbytérien et quiétiste, qui n'est pas très catholique. Mais il était aussi franc-maçon et surtout autre chose. Surtout cette autre chose. Sinon, comment expliquer qu'avec sa carrière maçonnique particulièrement brève, de 1736 à 1737, qu'il avait plus d'autorité que tous les grands maîtres ensemble. Pendant ces 2 années, il a prononcé 2 discours déterminants pour l'avenir de la maçonnerie écossaise. Ramsay avait dit que la maçonnerie était historiquement reliée aux ordres chevaleresques des croisades. Et c'est ce discours qui constitue la référence en la matière pour la maçonnerie, encore aujourd'hui. C'est aussi Ramsay qui a explicité la véritable mission de la maçonnerie. Cette intention était restée quelque peu superficielle avec les constitutions de 1723. En effet, il n'était pas question d'une croyance définie, mais d'un, je cite, savoir entre des hommes bons et vrais, hommes d'honneur et de probité. Fin de citation. Cela n'est rien d'autre qu'un vague idéalisme fondé sur un trivial moralisme, dirais-je. J'ouvre une parenthèse, une petite parenthèse concernant le duc de Wharton,
qui avait au moins en commun avec Ramsay la pratique d'un double jeu. Le duc de Wharton fut d'abord le grand maître de la Grande Loge orangiste de Londres, avant de prendre la direction des loges stuartistes en France. Il est donc aussi double que Ramsay, concernant les Stuarts et les Hanovriens. Et il va de soi qu'il n'était fidèle ni à l'un ni à l'autre. En 1718, ce même duc de Wharton fonda à Londres le Hellfire Club, club des feux de l'enfer, réputé pour ses cérémonies satanistes et orgiaques. Le club fut officiellement fermé en 1721, ce qui n'exclut nullement une continuité, ce qui n'exclut certainement pas une continuation plus discrète ou sous un autre nom. En tout cas, la continuité était assurée avec un Sir Francis Dashwood qui, en 1751, a donné un second de vie notoire au club. Quant à la dénomination Club des Feux de l'Enfer, elle renvoie directement à la lumière luciférienne au centre de la terre, thème qu'on retrouve chez Dante dans la Divine Comédie. C'est plus précisément la doctrine rosicrucienne d'après laquelle la lumière de cet ange déchu est enfermée dans les abîmes d'en bas. Par une transposition analogique, cet enfermement correspondrait à l'emprisonnement de l'étincelle, la lumière divine à l'intérieur de chaque être. Cette doctrine n'est pas étrangère au catharisme, dont Dante était très proche. La lumière dans les ténèbres est aussi le titre d'un ouvrage de Comenius, Lux in Tenebris. Un Rose-Croix, ça date, c'est 1592-1670. Alors Comenius, un Rose-Croix qui a joué un rôle capital dans l'élaboration de la Royal Society, fondée en 1660. Cette filiation rosicrucienne continue toujours, surtout sans le nommer. On le retrouve en tant que récompense honorifique avec la médaille Comenius, distinction octroyée par l'UNESCO afin de stimuler les recherches éducatives mondialistes. Et cette filiation rosicrucienne ésotérique continue avec l'initiation maçonnique qui commence par la descente aux enfers. L'appartenance éventuelle de Ramsay au club de l'enfer n'est pas confirmée. En revanche, ce qui est certain, c'est que Ramsay et Wharton faisaient partie d'une autre société secrète, les Gormogons. J'ai jamais trouvé la signification de ce mot, l'étymologie, mais je pense que c'est fait exprès. Parce que cette société était prise pour une bouffonnerie, comme la caricature même de la maçonnerie. Alors comment expliquer que deux hauts dignitaires de la maçonnerie aient fréquenté, juste pour s'amuser, cette société intentionnellement? Sabbatai Tsevi, né à Smyrne, actuelle Turquie, se proclamait Messie en 1648. Cette bonne nouvelle, attendue pendant des millénaires, se répandit immédiatement chez tous les Juifs d'Europe, toutefois sans consentement unanime. Le sabbatéisme a joué un rôle important d'influence en maçonnerie. Il y avait des sabbatistes à la Royal Society dès sa fondation en 1660, et cette institution était en quelque sorte le laboratoire de la maçonnerie. Aux alentours de 1750, beaucoup plus tard, ce même mouvement, devenu sabbatéiste, franquiste, à cause de Jacob Frank, qui est né un siècle plus tard et qui se proclamait la réincarnation de Sabbatai Tsevi. Donc, je reprends le même mouvement devenu sabbatéiste, franquiste, a également joué un rôle très important dans la formation des hauts grades maçonniques, en particulier la maçonnerie égyptienne. Je ne m'étends pas plus sur ce sujet, mais retenons son aspect messianique que nous allons retrouver avec le discours de Ramsay. Revenons aux Gormogons. Cette société prétend avoir une origine chinoise. Elle descendra d'un empereur de la société du ciel et de la terre.
Cette revendication incroyable n'avait pas d'autre raison que de détourner la curiosité par le burlesque. C'est bien réussi. Les historiens maçonniques la considèrent toujours comme une parodie de la maçonnerie. Je verse une pièce au dossier qui pourra peut-être contribuer à l'élucidation de l'origine. Cette fiction d'un empereur chinois, ce qui pourrait bien être un code. Dans la lignée ou chaîne sabato-franquiste, il y a le maillon Martinez de Pasquali, le fondateur de l'ordre des élus Cohen. Or, Martinez de Pasquali établit par une assimilation phonétique un anagramme entre noachite et chinois. C'est pas impossible. Il faut une tournure spéciale. Et le noachisme, comme nous allons le voir, est au centre du discours de Ramsay. Je dirais même qu'il était au cœur de sa mission messianique. Le discours de Ramsay. Voici quelques extraits de ce fameux discours mondialiste. Je cite, « Le monde entier n'est qu'une grande république, donc chaque nation est une famille, et chaque particulier un enfant. C'est, messieurs, pour faire revivre et répandre ces anciennes maximes prises dans la nature de l'homme, que notre société fut établie. » Fin de citation. Les anciennes maximes prises dans la nature de l'homme, c'est du naturalisme, du paganisme, si caractéristique de la cosmologie des Rose-Croix. Cette doctrine rosicrucienne, ici sous-jacente, mais le naturalisme est explicite au degré du souverain prince ou chevalier Rose-Croix devenu 18e degré qui fut longtemps le sommet de la hiérarchie et qui était donc directement lié aux origines, le sommet qui faisait le lien avec les origines rosicruciennes. Je laisse de côté tous les aspects blasphématoires qui composent ce degré. C'est pour montrer la doctrine naturaliste des Rose-Croix. Incidemment, il est impossible de l'éviter. Mais mon exemple est blasphématoire. L'inscription de Ponce Pilate, Inri, Jésus de Nazareth, roi des Juifs en latin, n'a évidemment pas sa place dans un univers vétérotestamentaire. La faire disparaître est pour les gnostiques moins efficace que de la fausser. Ainsi, Inri devient ici Igne natura renovatur integra. Par le feu, la nature se régénère intégralement. C'est juste un petit exemple. Mais revenons au discours. À propos de l'arche de Noé, Ramsay dit « Noé doit être regardé comme l'auteur et l'inventeur de l'architecture navale aussi bien que le premier grand maître de notre ordre. La science arcane fut transmise par une tradition orale depuis lui jusqu'à Abraham et aux patriarches dont le dernier porta en Égypte notre art sublime. » Toujours Égypte. C'est par cette tradition patriarcale que nos lois et nos maximes furent répandues dans l'Asie, dans l'Égypte, dans la Grèce et dans toute la gentilité. Mais nos mystères furent bientôt altérés, dégradés, corrompus et mêlés de superstitions. La science secrète ne fut concevée que parmi le peuple de Dieu. La franc-maçonnerie est bien la résurrection de la religion noachique, celle du patriarche Noé. Cette religion antérieure à tout dogme et qui permet de dépasser les différences et les oppositions de confession. Fin de citation. Nous étions en 1737 avec son discours. L'année suivante, en 1738, un nouveau et premier article est ajouté aux constitutions de 1723. C'est la seule modification. Cet article nous apprend, je cite, qu'un maçon est obligé par sa tenue d'observer la loi morale en tant que véritable noachite. Fin de citation. Et ça figure toujours, il faut taper sur Internet, Grande Loge de France, c'est toujours là. Alors, qu'est-ce que le noachisme?
Le noachisme n'est autre que la religion universelle talmudique menée par les prêtres juifs à laquelle toute l'humanité doit se soumettre. Je cite le rabbin Eli Ben Amezog. Le noachisme, c'est la reconnaissance que l'humanité doit faire de la vérité doctrinale d'Israël tout en gardant dans la pratique son autonomie et sa liberté. Fin de citation. Être simultanément soumis et libre n'est pas possible. Cependant, les intentions rabbiniques n'en sont pas moins claires. Le noachisme n'est pas une mythe, mais une réalité maçonnique, et qui, malheureusement, est ignorée par l'immense majorité de francs-maçons. Je vous remercie. Je ne sais pas. Question précisément souhaitée? Non. On doit se remettre du choc. Ah bon? Apparemment. Il n'y a pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, je tiens à remercier le conférencier pour son exposé et rappeler un point. L'incompatibilité radicale de la foi chrétienne avec la maçonnerie. Pour le maçon, la vérité se cherche, se construit. C'est le refus de l'ordre naturel. Et le deuxième motif des condamnations des papes au XVIIIe siècle, c'est le secret qui sape l'ordre juste, du moins des sociétés d'autrefois. Et il est bon de rappeler que si le droit canonique nouveau ne mentionne pas explicitement la condamnation de la maçonnerie, le cardinal Ratzinger a rappelé que les motivations qui avaient entraîné la condamnation de cette secte étaient toujours valables. Donc, incompatibilité radicale, refus de l'ordre naturel, et on voit bien au cours des 2 derniers siècles toutes les lois qui vont à l'encontre de cet ordre, qui ont été concoctées à l'ombre des loges. Alors si vous n'avez pas de questions, je vous invite à prendre un petit livre qui est un bon guide, le vrai visage de la maçonnerie. Voilà. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Ce sont 4 conférences. 4 conférences, c'est un colloque. Voilà, c'est... Direction de mission. C'est combien? 8 euros. 8 euros. 8 euros, donc vous n'allez pas vous ruiner. Donc, Voilà. Monsieur Alain Pascal, qui est même présent ici. Ah, voilà. Hein. Et la lettre du général Pike, en 1871, quand il écrit à son homologue italien. Pike. Ah oui. Attribution, apparemment c'est faux, c'est pas lui, mais la lettre existe. Elle existe depuis un siècle, donc si c'est pas de lui, ça vient probablement de Taxil, ici en France, je pense. Je voulais juste ajouter quelque chose à propos de noachisme, parce que le Noach, donc on a donc l'arche, le bateau, mais il y a aussi toujours l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, qu'on le voit de plus en plus dans la rue, LGTB, etc. Hein. Quand vous ne connaissez pas les couleurs, ce sont les 6 couleurs, hein, et on les voit partout. Et ça, c'est le noachisme. Hein. D'accord? Et ici, le noachisme est devenu le 20e degré dans le système écossais ancien accepté. Et tout se passe autour donc, de Noé, mais aussi autour de la tour de Babel. Et la tour de Babel, on l'a à Strasbourg, on l'a à Évry, il y en a encore ailleurs. Donc je vais dire, et je peux vous rajouter encore quelque chose, que, si je l'ai noté, beaucoup moins connu peut-être, que le congrès
des États-Unis a adopté dans le cadre de Education Day, le 26 mars 1991, la reconnaissance des lois Noachide comme socle de la société américaine. Socle? Oui. Socle? Mais, Bah, elle n'est pas née d'aujourd'hui, la société américaine. Pourquoi ils l'acceptent maintenant comme socle? c'était en 1991. 91. Donc, je veux Les dire, États-Unis existent depuis longtemps. mais le noachisme, le noachisme. Aïe, 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 aïe. Hein? Ah, je pense Bush, père, ou... Bush. sans doute, au pire peut-être. Donc, je vous rappelle, et ça complétera cette conférence, que le 19 février, Alain Pascal va venir parler ici même de la gnose. Je vais juste dire un tout petit mot. Oui, Alain Pascal, excusez-moi, donc j'avais contribué à ce colloque, donc je vous invite à voir. Il y avait 4 conférences, dont 2 grands maîtres qui étaient repentis. Donc je pense que ce colloque était très intéressant. Je voudrais d'abord féliciter M. Van der Hecken pour la précision historique de tout ce qu'il a pu nous dire. Et un tout petit mot par rapport à la question sur la lettre de Pike tout à l'heure. Il y a aussi ici présent Thibaut Chasset qui a une émission de radio sur Radio Courtoisie et une revue qui s'appelle L'Héritage. Il y a une revue qui en est à son numéro 12. Il y a un numéro spécial, je ne sais pas si vous l'avez apporté ici ou s'il est là, et dans lequel Thibaut Chasset a fait des recherches sur l'authenticité des documents, car nous travaillons sur des documents, mais il faut se méfier de documents qui ne sont pas toujours certains. Donc nous pouvons dénoncer l'éloge, et moi-même écrit un livre qui s'appelle La trahison des initiés, et à chaque fois il faut faire référence aux documents et aux documents qui sont sûrs. Alors ce document-là, il n'est pas sûr. Donc beaucoup d'auteurs répercutent des théories à partir de documents qui ne sont pas toujours sûrs. Ce qui n'est évidemment pas du tout votre cas, M. Van der Hecken. Donc c'est toute la qualité du travail que vous pouvez faire, qui est un travail de fond et technique. Donc j'invite aussi les personnes qui sont ici à regarder cette revue qui est en dehors de votre contribution et la mienne, est une revue élaborée par des jeunes. Et effectivement, vous avez parlé de la gnose, et je viendrai ici, j'ai écrit 4 tomes sur la guerre des gnoses. J'ai d'ailleurs fait aussi une conférence sur le machisme à Angers il y a 6 mois, et je viendrai parler de la gnose car elle est effectivement à l'origine de tout. Je me permets aussi de dire que j'ai un livre qui doit sortir si mon éditeur a terminé le travail, et qui va s'appeler Le siècle des Rose-Croix, où effectivement je reprends toute cette filiation. Car il est essentiel de bien comprendre que la franc-maçonnerie dite spéculative, c'est-à-dire celle qui naît en 1717 comme nous l'avons appelé, est modifiée par les Rose-Croix, elle est créée par des Rose-Croix à partir de l'ésotérisme Rose-Croix, et que dans leur légende, que je rapporte dans un autre livre, les Rose-Croix font expressément référence à Lucifer. Donc les choses doivent être extrêmement claires. Voilà, je vous remercie, pardon, et je refélicite. Que pensez-vous de la position de Pierre Hillard sur entre guillemets, les oppositions qui se font entre les messianismes judaïques et Lubavitch d'un côté, les factions juives au regard de la franc-maçonnerie? Ça me paraît très... J'ai lu son atlas, d'ailleurs je connais toute son œuvre. Je suis oui, totalement d'accord. D'ailleurs, c'est assez logique puisque il y a, disons, cette origine khazare en soi. Oui. Et les autres, et il y a beaucoup de rivalités, il y a beaucoup de rivalités intercommunautaires. On voit ça en Crimée, on voit ça... donc, les États-Unis sont divisés de l'intérieur, ça se ressent ici. D'ailleurs, ça se voit. Je pense qu'en Russie aussi, mais c'est encore la situation mieux maîtrisée. Mais je pense qu'il y a des oppositions, non seulement Est-Ouest, mais aussi à l'intérieur. Ça va dans tous les sens. Donc finalement,
le mondialisme est menacé. Et condamner toute maison divisée. Voilà, c'est cool d'elle-même. Voilà. C'est cool d'elle-même. Oui, et puis il y a aussi la bascule, je crois, avec le convent de Wiesbaden, avec le virement illuministe, les franges kabbalistiques, justement, dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui, oui, non, mais je le signalais en passant. Mais il y a donc Weishaupt, dont on parle, oui, Weishaupt. Et c'est un petit peu le paratonnerre parce qu'on se focalise sur Weishaupt en disant que depuis qu'il a été démasqué, le mal a disparu et avant lui, ça n'existe pas. Le travail de Yann Assmann, je ne sais pas si vous avez vu, alors Yann Assmann, je le prends comme source, semble à ses convictions, entre guillemets. Yann Assmann fait le rapport de tous les travaux de loge de la Concorde à Vienne, en disant que c'est cette loge qui a largement inspiré les mouvements illuministes dans ce sens. Absolument, et même avant Weishaupt, il y a aussi, je le nommais, mais je ne l'ai pas développé, mais il y a Martinez de Pasquali, mais il y a surtout aussi, il ne faut pas oublier que Weishaupt, Franck et Rothschild se sont rencontrés oui, ensemble aussi. Hein. Et il y a, il y avait donc l'histoire de la maçonnerie allemande est très particulière avec la stricte observance, c'est vraiment très technique, dans lequel il y avait des supérieurs inconnus. Hein, comme, un petit peu comme les invisibles dont je parlais, voilà. Et voilà. Et ça éclatait, ou ça a pris soi-disant fin, pas vraiment, parce que c'était très inspiré aussi donc, du franquisme, qui est venu ici chez les Amis Réunis à Paris. Il y a vraiment une continuité, on a changé juste l'étiquette ou le nom des loges. Et il y a donc une maçonnerie qui est apparue avec Willermoos, dont vous disiez, donc le rite rectifié, et qui se veut catholique, ben déjà, c'est pas possible, mais voilà, mais c'est justement, ça fait partie des choses, donc et donc, c'est Willermoos qui a réécrit un petit peu les rituels donc, du supérieur inconnu, qu'il avait appris dans la stricte observance, et que, ou surtout des élus Cohen, c'est ça l'origine. Et il y a une autre branche qui est apparue, qui sont devenus donc les frères d'Asie. Oui, et ça c'était vraiment Gershom Scholem, on dit que c'était non seulement du Roche-Croix tous, mais que c'était 100% quasiment talmudiste et oui, voilà. Oui. Les Oxenbourg, vous les placez où? Oui, Oxenbourg? Oui. Je sais pas trop. Non, je ne peux pas vous répondre. Parce que Bush et toute une grande partie des présidents qu'il y a eu faisaient tous partie de cette association des Oxenbourg. Oui. Skull and Bones, oui. Skull. J'ai voulu jouer sur les mots. Oui, mais vous voyez très bien le school et les fameux... Mais je crois que ce type d'histoire, nous, on focalisait sur Skull and Bones. Sont des élus en quelque sorte avec un avenir certain qui font une grande école. Mais ici, par exemple, les mines de Paris, les étudiants, ils se promènent aussi dans les catacombes, on n'en parle pas. Et le système des corps, ça existe aussi en France, on n'en parle pas. Peut-être moins. Oui. Et tout ça, ça permet, c'est un petit peu côté paratonnerre, parce que je crois que la maçonnerie est devenue aussi un petit peu un paratonnerre, parce qu'on aime bien en parler dans la presse. Ce sont des maçons encore qui ont inventé, je ne sais pas quoi, qui sont pour l'euthanasie. C'est l'UNESCO, a priori, qui est derrière. Oui. Peu importe aujourd'hui à propos des cosmopolites.
Voilà. Importe aujourd'hui qui est franc-maçon à partir du moment où il pense franc-maçon. Voilà, mais en même temps, il y a les think tanks, comme on dit, les laboratoires comme, je sais pas, il y en a tellement, le trilatéral, il y en a trop, il y en a trop. Je veux dire que c'est pas dans une petite loge où avec quelques pères de famille qui savent même pas ce qu'ils font en fait, qu'on va élaborer vraiment un projet mondialiste. Ce sont plutôt des idiots utiles, gentils. Puis-je me permettre, que pensez-vous du chiffre énoncé récemment dans toute la presse française qu'il y aurait 280 000 frères en France à l'heure actuelle? Première partie de la question. Et deuxième partie de la question, que pensez-vous des Rotary Club et autres institutions de ce genre annoncées par Panonceau dans toutes les villes françaises, petites ou grandes? Est-ce qu'il s'agit d'antichambres de la maçonnerie ou s'agit-il de pure institution patronale? Voilà. C'est pas une antichambre de la maçonnerie, mais bon, une double appartenance entre les notables d'un petit village, etc. C'est bien, on se rencontre, on n'est pas obligé de passer la soirée avec sa femme. Et non, c'est souvent le cas. Et sinon on joue au bridge, je ne sais pas quoi, mais il y a toujours. Mais il y a déjà une forme de mondialisme sous-jacent en quelque sorte. C'est parce que on unifie un petit peu les pensées. C'est pareil en maçonnerie. Je veux dire que la plupart des maçons ne s'intéressent pas du tout à l'histoire, ne connaissent même pas l'histoire de la maçonnerie, ne s'intéressent pas du tout au symbolisme maçonnique, rien du tout. Mais c'est quand même toujours nocif parce qu'il y a le maçonniquement correct et qui n'est pas défini. C'est pas affiché. C'est-à-dire qu'il faut se comporter un peu comme un maçon. Je veux dire qu'on n'a pas le sens critique se perd. On peut être maçon pendant 30 ans, être dans les hauts degrés. S'il y a aujourd'hui quelqu'un qui vient d'être initié, d'un jeune, mon frère, bonjour, mon frère, bienvenue. Et puis, il faut se comporter fraternellement. C'est-à-dire qu'on devient indifférent, intellectuellement parlant. C'est 1723 et 1789. Les mentalités vont tellement changer parce que c'est l'indifférence qui s'installe, c'est la tolérance, mais pas dans le bon sens, mais tout est possible, on perd tous les repères. Et même Joseph de Maistre, franc-maçon, si vous les catholiques, c'est étonné que le monde devait tellement changer. Et par rapport à la Révolution française. Je peux répondre à votre question. Quand j'ai écrit mon livre La trahison initiée, il y avait 80 000 francs-maçons officiels en France. Et alors moi, j'ai pas 270 000, j'ai 160. Un maçon récemment m'a dit 180 000. On n'a pas les chiffres exacts, mais ils ont effectivement énormément recruté dans tous les secteurs de la société. Et vous parlez des clubs, le Rotary et autres. Ils font partie de ce qu'on appelle un cercle extérieur. Ce que j'explique aussi dans mon livre, c'est que vous avez les loges officielles et un cercle extérieur, c'est un ensemble d'associations qui répercutent les mots d'ordre maçonniques et qui aussi renvoient des informations. Donc si vous voulez, il n'y a pas de conseil municipal dans lequel il n'y ait pas un franc-maçon qui, au besoin, devant des propos qui pourraient heurter les loges, les rapporte à ses supérieurs. Voilà comment fonctionne le système. C'est d'abord un système de renseignement qui est très important. Et effectivement, beaucoup de francs-maçons ne sont là dans les loges que pour faire un peu des affaires, avoir des relations externes. Ils ne connaissent pas nécessairement les doctrines des hauts grades. Pardon, si je veux poser une question. Au niveau, disons, de la sphère politique, c'est-à-dire, quand je dis sphère politique, toutes les tendances confondues, aussi bien gauche, extrême gauche et droite, extrême droite. Il n'y a pas une connivence entre eux, entre la franc-maçonnerie, parce que moi j'ai connu des francs-maçons qui étaient à l'extrême gauche, et j'ai connu aussi des francs-maçons qui étaient à l'extrême droite. Et ils se rencontrent. Donc en fin de compte, on s'aperçoit qu'en fin de compte, même sur le plan politique, quand on dit, mettons, on est tous, on appartient à une tendance quand même, plus ou moins, on s'aperçoit que, mettons, les gens sont trompés. En fait. Parce qu'en fin de compte, ces gens-là qui semblent, mettons, mener un peu le monde, si vous avez compris, en fin de compte, ils se retrouvent en disant on les a bien possédés.
C'est certain, monsieur. Oui, 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 oui. C'est Oui, 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 mais oui, il y a, bon, disons que le Grand Orient est quand même très républicain, très gauche, même avec des communistes. Le gauche aussi bien de droite, c'est ça qui est... Aussi de droite, mais le Grand Loge national, par exemple, est réputé plus à droite que le Grand Orient. Mais il y en a pour tous les goûts. Et il y a une sorte de rivalité qui fait que moi je suis le vrai, et toi tu es faux. Mais on descend tous de 1717 et j'ai dit qu'on pratique les mêmes rituels. Je ne pense pas qu'ils s'opposent en fait. Non, non, ils ne s'opposent pas du tout. Ils Une prétention. D'ailleurs, je reviens à une autre. Après, je laisse la parole à d'autres personnes. C'est un sujet qui est très intéressant. Quand il y a eu comme aussi la loi, disons, qui a été votée par Madame Veil, en fin de compte, c'est pas Madame Veil qui a voté cette loi, mais sur l'avortement. Ça avait été, disons, déjà pensé par des francs-maçons, en particulier, je vous nommez, c'était M. Caillavet, en fin de compte. Je pense à Simon. Oui, mais lui, je crois qu'il a participé. Oui, c'est plus tard, oui. En effet, Simon, c'est aussi le planning familial. Et en fin de compte, ça peut pas quand même, je trouve que c'était un scandale, et c'est mettons, une tragédie, en fait. Parce qu'on pense que tous les ans, mettons, il y a des gens, mettons, des enfants à naître qui meurent. En fait. Ah oui, ça, je le sais. Mais ça, c'est pas... Mais la maçonnerie est mondialiste, et les maçons ne le savent pas. Je veux dire que, en fait, ça émane beaucoup plus de l'UNESCO, ce genre de choses. Quand on parle, par exemple, des gays ou de mariage homosexuel, je ne sais plus, je perds un petit peu les repères, il y a peut-être 2 ans. Mais c'était en Angleterre, c'était aux États-Unis et en France qu'on avait en quelque sorte imposé et que tous les 3 pays œuvrent pour légaliser ou en finir avec cette situation. On voit bien qu'il y a une uniformisation qui est dictée. Et c'est pas du tout l'initiative d'un petit maçon avec un tablier dans un trou, non. Est-ce qu'on peut faire de la politique sans être franc-maçon? Il y a quelque chose de très... Moi j'étais à la Grande Loge de France, en fait je suis resté un petit peu à l'abri, je n'ai pas été affairiste, ça ne m'intéresse pas, je suis arrivé pas à cause des guénons, c'est une autre histoire, mais c'est-à-dire qu'on a une particularité qu'on ne se considérait pas comme les autres. Et donc tout ce qui était donc, politique ou autre, on se disait ça c'est la dégénérescence de la maçonnerie, parce que dans le temps, la maçonnerie était bien, c'était une conviction. Ben voilà. Donc, je n'ai pas vraiment fréquenté, disons, je ne connais pas vraiment de près de cet aspect. Par contre, il est formellement interdit de discuter de politique en loge et aussi de religion. Il parle de quoi? Justement. Mais voilà. Pourtant, on dit qu'il y a des mots d'ordre qui sont donnés, etc., pour les votes. Ah, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas connu ça, mais je ne nie pas. Mais je n'ai pas connu. Et vous êtes parti pourquoi? C'est pas facile, il paraît. Ah si, j'ai claqué la porte et je me sens soulagé et je n'ai jamais reçu le coup de fil. Ah si, 2 ou 3 comme ça, gentiment aussi. Je ne voulais pas revenir en arrière, non. Ah mais ça peut arriver qu'il y ait peut-être en province quelque part, un petit village, peut-être que ça se passe autrement. Mais moi non, zéro problème. Et vous êtes parti pourquoi? Plus qu'assez, c'est-à-dire que quand on entre en maçonnerie, on est curieux, c'est tout mon cas. Je voulais connaître les rituels, le symbolisme maçonnique. Alors pour le connaître, il faut être au moins au 3e degré. Parce que le 3e degré est considéré comme un petit tout, en quelque sorte. Donc avant d'arriver au 3e degré, moi j'étais relativement rapide, je ne sais pas pourquoi, mais en 3 ans, j'étais maître. Et après, je ne sais pas, j'étais peut-être destiné à quelque chose, à une carrière fulgurante. J'ai rempli tout de suite toutes les fonctions et 6 ans plus tard, j'étais vénérable maître. Et je voulais partir parce que je ne trouve pas vraiment, ça ne correspond du tout, pas du tout aux attentes. Mais qu'est-ce qui intervient? On fréquente, on se fait des copains. On s'entend bien, voilà. Et en plus, c'était un petit
C'était une petite loge, donc il y a aussi ce côté chantage moral qui intervient. Tu ne peux pas partir parce que si tu nous laisses tomber, on sera plus assez nombreux et on compte sur toi l'année prochaine. Et petit à petit, on va là, on cède. Et bon, il y a une petite différence à l'intérieur de la loge. J'ai claqué la porte et c'est en 2002. Je n'ai plus jamais pensé à la maçonnerie. Et c'est mon fils qui me dit il y a 3 ans, pourquoi tu n'écris pas quelque chose sur Guinée? C'est pas vrai. Il y avait une feuille ici avec mes dates de conférence. Ah non, je ne l'ai pas eu, pas moi.